Bonjour Pierre-Étienne, ça va? Bonjour Anastasia, ça va très bien. Bienvenue, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode. Plein de questions pour toi, mais est-ce qu'on peut commencer par, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, par ta présentation? Qui es-tu? Comment tu te présentes? Vas-y. Je m'appelle Pierre-Etienne Bidon, je suis cofondateur et président de Mocha Care, une solution, nouvelle génération de prévention en santé mentale en entreprise. À part ça, je suis papa de 3 enfants, qui sont très importants pour moi, au même titre que ma femme. Et la troisième sphère qui m'occupe beaucoup, c'est le sport. Je fais Mmh. énormément de sport, que ce soit des sports d'endurance ou des sports en lien avec le vent, comme le kitesurf ou le parapente. Et tu arrives à trouver du temps pour le sport aussi, dans ta vie, j'imagine, remplie de fondateurs? Et écoute, j'ai une espèce d'obsession pour la routine, qui est assez OK. importante, chez moi et donc je crée ce temps qui est Mmh. important pour moi et qui me rend, présent, pour ma famille et qui me Mmh. rend performant au travail la majorité du temps, ouais. OK. La performance au travail, d'ailleurs, tu connais bien, je pense, après une première expérience, au BCG. Avant, ton aventure entrepreneuriale, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience? Comment tu l'as vécue et pourquoi, tu l'as, arrêtée aussi pour créer Moka? Écoute, c'était une expérience, extrêmement épanouissante, j'en parle encore, tu vois, avec des étoiles dans les yeux. Épanouissante à plusieurs titres. Déjà, je trouve qu'on t'expose relativement tôt à des niveaux de seniorité et donc de discussion qui sont très élevés. Mmh. La deuxième raison, c'est qu'on t'apprend à vraiment travailler. L'intensité du travail est quelque chose que j'aime beaucoup et donc je me suis plu, dans Mmh. cette intensité Mmh. et la troisième raison, c'est, la l'espèce d'énorme satisfaction de travailler avec des gens qui sont, éminemment intelligents, autour de toi et pour lesquels ça va vite et c'est extrêmement satisfaisant donc Mmh. j'ai énormément apprécié, ces presque 4 ans, de ma vie Mmh. professionnelle et pourquoi je l'ai quitté, c'était pas tellement une fuite, c'était plus une recherche. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de créer, Mmh. Moka avec Guillaume qui est mon associé aujourd'hui Mmh. et donc c'est cette soif d'entreprendre qui m'a fait quitter. OK. Et on dit souvent que BCG ou d'autres cabinets, comme ça, c'est une bonne école, on dit, parce que ça t'apprend plein de choses, sur, les grandes entreprises notamment. Est-ce que ça t'a appris quelque chose qui t'a servi dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on vient d'en parler un peu en off, mais vraiment des mondes, très différents. Ouais, ce que je te disais, c'est, je pense que les principales choses que ça m'a apporté, c'est un la capacité à avoir une très grosse intensité de travail. Ouais. Quand on entreprend, c'est pas pour rien qu'on utilise cette espèce de métaphore un peu cliché de la fusée. C'est il faut mettre Mmh. énormément d'énergie au début pour lancer une Mmh. machine. Mmh. La deuxième chose que ça m'a apporté plus Mmh. qu'appris, c'est, une capacité à ouvrir des portes. OK. La marque BCG est Ouais. extrêmement Ouais, forte, ouais, extrêmement c'est vrai, reconnue c'est vrai. et donc je pense que grâce à ça, on m'a aussi ouvert des portes plus tôt, alors même Mmh. qu'il y avait, un projet qui était encore embryonnaire Mmh. et la dernière chose, je pense que ça m'a appris, c'est la capacité à, très vite être en mode résolution de problèmes. Mmh. C'est une culture qui est de travail qui est très centrée sur la résolution de problèmes et donc Mmh. ça aide énormément, je trouve, dans l'entrepreneuriat. OK. Et donc Mokaker, comment vous avez eu l'idée avec Guillaume, un déjeuner au BCG où vous dites, «On va lancer une boîte», pourquoi celle-là? Hem, Déjà, la première brique qui était importante dans le cheminement et la création de Moka, c'était l'envie commune qu'on avait, Guillaume et moi, de travailler ensemble. Mmh mh. Dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de l'idée et c'est vraiment extrêmement important. L'association l'est tout autant. Mmh. L'association, je la vois exactement comme un couple, Mmh. avec sa réflexion, en amont d'un potentiel engagement Mmh. et avec son hygiène ensuite. OK. Donc ça, c'était la 1re raison. Ensuite, sur l'idée en tant que telle, on avait des manières d'y arriver qui étaient différentes, avec Guillaume. La mienne était, très centrée sur le fait que j'avais besoin de travailler sur un sujet où quand je regarderai en arrière dans 50 ans, je serai fier de la façon dont a évolué la société grâce à nous. Hem Et le sujet de la santé mentale en était un qui était très prégnant Mmh. parce que quand j'étais enfant, j'ai eu un père qui était atteint d'une maladie mentale pendant quelques années Mmh. et tu vois, quand je me suis dit: «Bah, quels sont les grands problèmes sociétaux sur Mmh. lesquels tu aimerais avoir une action?» Mmh. Celui-là est apparu assez naturellement. OK. Donc tu es partie d'une question de: «Qu'est-ce que je peux faire?» Où est-ce que je peux apporter quelque chose à la société avec mon projet? Ouais, exactement Mmh. et vraiment cette espèce de fierté Mmh. ou de souhait très profond, très ancré presque dans les tripes, Mmh. de regarder, tes enfants, ta famille en face et de dire: «Bah,
avant et après Mocha, la façon dont on traite la santé mentale en société Mmh. a évolué. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas, on en parlera encore, mais pour revenir au début, alors comment vous avez commencé? Avec quoi? C'était quoi la première version du produit? Écoute, la grosse question qui se pose, à l'époque, donc on est en juste pour resituer dans le temps, on est en décembre 2019, Ouais. on lance Mocha donc quelques mois avant le Covid. Juste avant le Covid, ouais, effectivement. Ouais, la grosse question qui se pose, à l'époque, c'est, on est 2 entrepreneurs avec énormément de conviction et Mmh. d'énergie sur ce sujet-là. Mmh. La question c'est, est-ce qu'il y a un marché, en fait? Mmh. Est-ce qu'on va pouvoir créer une entreprise là-dessus ou est-ce que Mmh. c'est une autre manière d'y Ouais. arriver? Mmh. Parce qu'à l'époque, pour te donner une anecdote, quand je pose ma démission, au BCG, un partenaire avec lequel je m'entendais très bien, me dit: «Mais, pourquoi tu vas travailler là-dessus? Pourtant tu étais bon». Donc tu vois, un espèce de réflexe qui est, va créer une fintech, à l'époque, on Ouais, parlait ouais. beaucoup du web 3 dont on parle Mmh. très peu aujourd'hui, mais Ouais, donc tu vois, ouais. cette espèce de Mmh. truc qui est c'est un non-sujet, en fait, Mmh la santé mh. mentale et c'est pas du tout, en jugement envers lui que je dis Mmh ça, mh. Mmh. c'était la pensée commune, en fait, tu vois? Ouais, La bien santé sûr. mentale, c'était un sujet Mmh mh. Mmh. anecdotique, voire tabou. Et donc la 1re étape de la création du projet, c'est d'aller très, très vite sur le marché. Mmh. Avec Guillaume pendant 3 semaines, un mois, donc très rapidement, on construit un premier produit, Mmh. uniquement en utilisant des solutions no code. On n'écrit aucune ligne de OK. code parce qu'on n'a pas les compétences Ouais. pour Mmh. et la beauté de ça, c'est qu'à l'époque, il y a énormément d'outils qui existent pour pouvoir faire ça Mmh. et donc on met ce premier produit sur le marché qui permet juste 2 choses: de Mmh. prendre des rendez-vous avec des psychologues qu'on a sélectionnés en amont OK. et de consulter une dizaine de contenus qu'on a OK. coécrit Mmh. avec, des experts scientifiques, sur le sujet entre les sessions individuelles OK. avec les psychologues. Donc produit très light, Mmh. qu'on met très vite sur le marché et à cette époque, en fait, le Covid arrive. La Mmh. question de la santé mentale est complètement, arrive complètement sur le devant de la scène OK. et c'est quelque chose, à un moment, à ce moment-là, on a une certaine explosion avec, de plus en plus de clients qui viennent vers nous et nous disent: «OK, je veux prendre soin de la santé mentale de mes collaborateurs pendant une période de forte Mmh. incertitude» et c'est comme ça qu'on se lance, en fait, Et c'était dès le début un produit B2B? dès le début. C'était un choix, conscient? Pourquoi vous avez choisi ça, plutôt que le C'était B2C? un choix complètement conscient, parce que pour plusieurs raisons. La première raison, c'était une raison de compétence que Guillaume et moi avions et Mmh. de souhait d'avoir un lien très fort entre santé mentale et performance et Ouais. Mmh. le premier terrain de jeu sur Mmh. lequel on a Mmh. trouvé, un qu'on pouvait avoir un impact positif était vraiment le monde de Ouais. l'entreprise. Mmh. La deuxième raison, c'était des raisons, «financières» entre guillemets, la Mmh. capacité à Mmh. payer. En Bien sûr. France, le système de santé est encore, Mmh. majoritairement, financé par la sécurité sociale et donc Mmh. perçu dans la tête, Mmh. des individus comme étant, une solution gratuite. C'est ça. La dernière raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'il y avait une problématique très forte dans les entreprises qui était difficile à résoudre, qui était celle de l'absentéisme et celle Mmh. du manque d'engagement ou du désengagement. Mmh. Et Mmh. donc le lien entre ces 3 facteurs-là a fait que le monde de l'entreprise paraissait aussi un chemin évident Mmh. pour commencer à avoir une première sensibilisation et des premières actions sur la santé mentale. OK. Et donc vous avez construit cette, 1re solution, une sorte de mise en relation entre les collaborateurs et les spécialistes, les psychologues. Ensuite, on fait quoi? C'est qui votre premier client? Comment ça se passe? Écoute, notre 1er client, je le dis avec fierté, c'est une entreprise qui s'appelle, Spendesk, qui est une entreprise, Oui, bien sûr, je vois dans le très bien. domaine de la tech française, qui Ouais. s'adresse aux OK. directions financières et dont le but est d'être le Mmh. partenaire au quotidien des directions Mmh financières, mh. Mmh. notamment avec des outils de gestion des notes de frais, mais pas que. Mmh. Hem, le 1er client, en fait, comme d'habitude, c'est, une très forte conviction pour notre sujet. Mmh. Donc c'est-à-dire que c'est un deal qui se passe de façon très intuitu personnelle. C'est-à-dire, la DRH de l'époque, qui s'appelle Ania Chauvigny, est une personne qui, je pense, il faudrait lui demander à elle, mais tout simplement, croit en nous, croit au Mmh. sujet et croit en nous pour adresser ce sujet de la bonne manière dans son entreprise. Mmh. Heu, avec des enjeux spécifiques qui étaient les leurs à l'époque, qui étaient, comme beaucoup d'entreprises, comment je gère une période d'incertitude autour du Covid? Mmh. J'ai beaucoup de mes collaborateurs qui sont en remote, comment je fais pour garder une proximité, avec eux et m'assurer que ceux qui ressentent, des passages à vide ponctuels puissent être accompagnés? Mmh. Et donc c'est comme ça que ça se passe le premier client. OK. Donc vous avez convaincu le premier client et ensuite, faut-il aussi que, cette entreprise, va convaincre ses employés à prendre soin d'eux et ça, est-ce que vous les accompagnez? Comment ça se passe, ou vous les laissez gérer?
Alors oui, la grosse force de Moka, j'ai pas décrit la solution, mais elle Mmh. repose à la fois sur des solutions digitales, que sont Mmh. majoritairement une application qui permet Mmh. d'avoir un autodiagnostic sur ta santé mentale, OK. et ensuite d'avoir des programmes d'accompagnement personnalisés, OK. à la fois sur des Mmh. contenus OK. et avec des sessions avec des praticiens, mais aussi et surtout sur un accompagnement RH Mmh. qui est très proche OK. et qui peut ressembler à du conseil tel qu'il peut OK. l'être fait, par BCG auprès des directions générales, par Mmh. exemple. Mmh. Donc vraiment, on est le partenaire des directions RH. On les Mmh. accompagne sur la phase amont Mmh. du lancement d'un partenariat avec Moka, Mmh. sur toute la partie plan de communication, quels sont les mots qu'on va utiliser, quels Ouais. sont les médias de communication qu'on va utiliser auprès Mmh. des collaborateurs, sur toute la partie paramétrage technique, Mmh. comment les collaborateurs vont se connecter sur l'application, est-ce qu'on a un OK. SSO, pas de SSO, est-ce Mmh. qu'on vient Mmh. via le SIRH ou autre. Et ensuite, on les accompagne pendant toute la durée de vie du partenariat sur comment je fais vivre la collaboration avec Moka, comment je profite de moments comme la semaine de la QVCT en juin, comme la journée mondiale de la santé mentale le 10 Mmh. octobre, des moments qui sont extrêmement importants pour Mmh. les directions RH dans l'année. On les aide avec des ressources de communication, que ce soit Mmh. des messages, des posters, des affiches. La dernière partie sur l'activation auprès des collaborateurs qui est extrêmement importante pour nous, c'est que Mmh. tout ça, là, je viens de te présenter la partie plan de communication, effort qu'on fait. Il faut aussi toujours penser que, par exemple, Instagram n'a pas besoin de faire de pub dans la rue pour que tu utilises Instagram. Le Mmh. produit en tant que tel, Instagram, Mmh. est construit avec tous ses défauts aussi en termes d'hyperconnexion, etc., Mmh. mais est construit pour que l'UX soit attractive et permette Mmh. l'utilisation. C'est Mmh. exactement de la même manière qu'on pense Moka, c'est-à-dire qu'un produit en tant que tel Mmh. doit être attractif parce qu'il est utile pour le OK. collaborateur. Mmh. Donc, je te rassure, contrairement à Instagram, on ne vend de données à personne et on cherche à tout faire sauf générer de l'hyperconnexion. Mmh. Mais c'est vraiment comme ça qu'on a conçu notre produit, en se disant comment on va créer un produit qui, par nature, Mmh. va être utile et impactant pour les collaborateurs qu'on accompagne. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi la solution si on fast forward à aujourd'hui 2026? Moka Care, qu'est-ce qu'il y a dans la plateforme? Alors, il y a premièrement ce produit applicatif qui est à destination des collaborateurs que je décrivais à l'instant, qui Mmh. permet d'avoir des sessions avec des Mmh. Ouais. praticiens et des parcours digitaux d'accompagnement personnalisé. La proposition de valeur derrière ce produit, c'est de permettre aux directions RH à la fois de gérer des Mmh. potentielles situations à risque. J'ai des Mmh. pensées suicidaires, j'ai un moment où ça va moins bien. Comment je m'assure d'avoir un soutien qui est extrêmement présent dans ces moments-là. Donc est-ce que ça informe, les RH, par exemple, si la personne fait appel à quelqu'un ou comment? Alors, ça n'informe pas directement de façon nominative le Mmh. RH. La façon dont Mmh. on fonctionne derrière, c'est aujourd'hui, on a un peu plus de 500 000 utilisateurs Mmh. dans 27 pays. OK. Sur ces 500 000 utilisateurs, on a un deuxième produit justement qui vient prendre toutes les données de l'application Moka Mmh. de façon complètement confidentielle et agrégée, c'est-à-dire qu'on ne Mmh. donne les noms de personnes. Oui. Et sur la base de ces agrégations de données, Mmh. on a un produit sous forme de dashboard pour Mmh. les RH OK. qui permettent de comprendre déjà Mmh. quelle est l'utilisation de Moka dans mon Mmh. entreprise. Mmh. Combien de personnes font des sessions individuelles, combien de personnes consultent les contenus. Mmh. Qui permet ensuite de comprendre les thématiques qui posent question aux OK. collaborateurs. Qui les intéresse. Donc en plus des outils de questionnaire, tu sais qu'il y a souvent Mmh. dans les entreprises, nous on vient faire de la donnée observatoire. C'est-à-dire je suis Mmh. capable de dire, dans l'équipe commerciale de telle entreprise à Limoges, il y a une problématique en lien Mmh. avec la charge de travail sur les 2 dernières semaines. Mmh. La dernière partie de ce produit qui est à destination des RH, elle permet de mesurer l'impact. OK. À la fin Ah ouais. d'un cycle d'accompagnement avec un collaborateur, on lui demande par exemple dans quelle mesure Moka t'a permis Mmh. d'être moins stressé et plus épanoui au quotidien. Je sais très bien parce que je reçois ce ce mail après ma session, ouais. Aujourd'hui, tu vois, ce mail auquel tu Mmh. réponds, 76% des collaborateurs répondent 5 Mmh. sur 5 à cette question. Oui. La deuxième question qu'on vient poser, c'est à la suite d'un cycle d'accompagnement, dans quelle mesure Mmh. Moka t'a permis Mmh. potentiellement d'éviter une situation grave, type Oui. burn-out ou épuisement. Mmh. Aujourd'hui, on a 33% des gens qui répondent 5 sur 5 à cette question. Mmh. Donc voilà, le deuxième produit, c'est un produit à destination des RH qui leur Mmh. permet d'avoir de la donnée en Ouais. temps réel Mmh. et d'en déduire, grâce à l'accompagnement de nos consultants, Mmh. des plans d'action de prévention en fonction dans l'entreprise. Incroyable. Ça, c'est le deuxième gros Mmh. produit. Et derrière, on a un produit de micro-formation qui vient Mmh. s'intégrer directement dans Teams et dans Slack Mmh. pour former les collaborateurs en 4 minutes par semaine sur toutes les briques de prévention en lien avec la santé mentale. Mmh. Et autour de toute cette galaxie digitale, je termine, on a vraiment un accompagnement serviciel
qui vient en accompagnement des directions RH OK. et sur des formations. Notamment, là, on a un partenariat très fort avec le GHU Paris, qui est le Mmh. leader en Europe sur les sujets de santé mentale et de neurosciences, avec lequel on a développé une formation qui s'appelle PRSM, Premier Mmh. réflexe en santé mentale, OK. dans lequel on forme tous les collaborateurs sur les bases de la Mmh. santé mentale. OK, incroyable. Pour, donner un peu de, vision, vraiment pratico-pratique, aux auditeurs, moi j'utilise, Monka.care et comment ça se passe? Par exemple, moi je me connecte sur la plateforme, je choisis, les sujets sur lesquels je vais travailler. Heu, j'ai un premier appel, gratuit avec, je pense, c'est ce que tu appelles les consultants, peut-être Monka.care qui, m'interrogent sur, mes besoins et qui ensuite, me propose, 3 profils de, spécialistes que je peux consulter, qui correspondaient d'ailleurs, parfaitement à mes besoins, y compris, par exemple, j'ai demandé que la personne puisse parler, anglais, français et potentiellement russe, aussi et tout ça, était pris en compte et ensuite parmi ces 3 personnes, donc j'ai choisi, quelqu'un avec qui, je travaille, régulièrement et un certain nombre de sessions sont, financées, donc par, mon employeur. C'est incroyable, donc ça permet de prendre soin de ma santé mentale, ne pas me soucier de budget qui va dedans, avoir, cet accompagnement, personnalisé. Donc c'est juste pour vous faire comprendre, en fait, très concrètement, dans mon quotidien d'employé, à quoi ça ressemble. Ça me fait penser à tu as parlé du fait que vous fournissez aussi des données, pour mieux comprendre l'impact. Au début de mon cas, comment vous avez convaincu vos premiers clients, au-delà de Spendesk, sur cet impact? Comment dire aux entreprises, occupez-vous de vos Mmh, mmh, employés? Ça a un réel impact sur la performance et donc la vie de l'entreprise. C'est la plus compliquée pour n'importe quelle entreprise, surtout que contrairement à, je sais pas moi, contrairement à une solution de paye aujourd'hui, une entreprise peut opérer sans Moka. C'est possible. Tu n'es Oui, pas obligé d'avoir bien sûr. Moka pour Oui, opérer ton oui, entreprise. Donc, oui. c'est ce qu'on appelle on n'est pas un must-have. Tu pas une mutuelle qui répond à Oui, une obligation, légale oui. ou tu pas une Mmh. solution de paye, Mmh. qui tu es obligé de payer tes Mmh. salariés en tant qu'entreprise. Mmh. Il y a eu plusieurs étapes dans la manière de convaincre, nos prospects à devenir clients. La toute première, c'est ce que je te décrivais pour Spendesk, mais ça a été Mmh. le cas peut-être Mmh. pour les 10 premières entreprises qu'on a accompagnées. C'est une conviction très forte sur notre sujet. Donc relativement peu de challenge sur le ROI économique. Et C'est-à-dire les mmh. discours de nos premiers prospects en 2019-2020 étaient les suivants, c'était j'ai une très forte politique de recrutement devant moi. Je veux avoir une promesse collaborateur qui est la plus attrayante Mmh possible. mh. Et donc, je souhaite mettre en place Moka pour accompagner mes équipes, Mmh. notamment à gérer l'incertitude, mais pas que, en fait, à gérer Mmh. aussi les questions qui peuvent se poser au quotidien. Parce que Mmh. à la fois, je veux avoir de l'attractivité dans ma politique Ouais. employeur, Mmh. mais aussi, je veux m'assurer que les gens au quotidien sont engagés, efficients, etc. Mmh. Et j'y crois, j'ai pas besoin de données. OK, Première étape. OK. Deuxième étape, là, on est à peu près en 2021-2022. Là, ça a été une phase de plateau en termes de croissance, Mmh. pour Moka. Pourquoi? Parce que 2021-2022, en fait, les directions RH, font le constat que le Covid dure beaucoup plus longtemps que prévu Mmh. et donc on est dans une phase où la majorité des entreprises, frisent les budgets Mmh. et se disent, «Bah, OK, on ne sait pas trop comment ça va se passer». Du coup, on est assez attentiste Ouais. sur nos Mmh. décisions Mmh. et c'est là où tu vois que des produits, comme les nôtres à l'époque, Mmh. qui n'étaient pas des obligations, légales ou quoi, sont confrontés à une difficulté qui est comment convaincre Mmh. par un ROI financier. Ouais. Donc ça a été très simple pour nous, à cette époque-là, Mmh. parce que ça nous a forcés à avoir vraiment cette démarche très centrée sur l'impact. Donc troisième phase, ça a été le développement de tout un argumentaire et de toute une méthodologie d'évaluation de notre impact, Mmh. essentiellement sur les mesures d'absentéisme et d'engagement au quotidien et notamment d'arrêt maladie longue durée qui est Mmh. 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 la première cause d'arrêt maladie longue durée aujourd'hui à la santé mentale pour un peu plus de 36 Mmh. devant les maladies chroniques, devant les maladies du quotidien. Mmh. Donc ça, c'était la deuxième étape et la troisième étape, qu'on a vécu la forte accélération de croissance qu'on est en train de vivre depuis 2 ans, c'est une étape dans laquelle c'est devenu un sujet, sociétal érigé par le gouvernement comme tel. En 2025 et OK. 2026, ça a été nommé en France,
grande cause nationale. Mmh. Et donc, ça a été inclus à l'agenda stratégique Mmh. de la majorité des comités de direction du SBF 120 et du CAC 40, OK. avec cette logique qui est, OK, il y a eu le Covid, on pensait que c'était conjoncturel et lié au Covid. Mmh. On s'est rendu compte que c'était pas le cas et que c'était beaucoup plus structurel et lié à des tendances sous-jacentes sociétales qui étaient très Mmh. fortes et qui impactent notre PNL en tant qu'entreprise. Mmh. Donc, on va prendre une solution comme Moka, qui a réussi sur les 7 dernières années à démontrer son ROI d'un point de vue financier, Mmh. étant donné que c'est à notre agenda stratégique. Et en plus, le timing marche bien parce que vous avez eu le temps de convaincre déjà pas mal d'entreprises pour aujourd'hui devenir vraiment l'acteur Ouais. incontournable sur le marché. Vous avez des concurrents aujourd'hui? Ouais, écoute, on a, Ça on fait quoi? a, on- ce qui est assez marrant sur le sujet de la santé mentale, c'est que quand on crée Moka en 2019, on est relativement peu sur ce marché qui est encore Mmh, très mmh, niche mmh, mmh. à l'époque. Ouais. Post-Covid, je reçois un SMS à peu près toutes les semaines de quelqu'un qui me dit: «Ah tiens, c'est un peu comme Moka, il y a un truc qui est en train de se développer» et Mmh cetera. mh, mmh. Donc on voit des dizaines et des dizaines de solutions Mmh. se développer. Je me Mmh. souviens à l'époque, je lis un article de The Economist en 2021 qui dit qu'il y a 10 000 solutions de santé mentale en Europe, 99 d'entre elles étant gratuites, à la fois en B2C et en B2B, hein, donc 10 000 tu vois? solutions, 10 000 c'est énorme, 10 000 énorme. applications, il y en a partout, ça se lance, de partout. Ouais. Sur les 2 dernières années, on a vu un très fort tri, une très forte consolidation, Mmh. notamment de notre marché avec des acteurs qui ont été, en redressement judiciaire, des Ouais. acteurs qui ont Mmh. arrêté leur activité. Mmh. Pourquoi ça? Parce que c'est en 2021 quand beaucoup d'entreprises se sont lancées, il y avait sur notre sujet, il y avait à la fois la conjoncture liée au Covid qui était très favorable à la santé mentale Mmh. et en même temps, un accès aux levées de fonds qui était extrêmement facile. On levait des fonds relativement, facilement, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, là, on a vu une très forte consolidation du marché avec quelques acteurs, qui dominent, tu vois? En Mmh. France, il y a, un acteur canadien, un acteur américain, Moka et ensuite il y a, je dirais, 5-6 solutions, digitales qui sont de plus petite Mmh. taille en termes de nombre de collaborateurs couverts, de nombre d'entreprises Mmh. et de nombre de pays, couverts aussi. Donc, voilà, en gros, on a aujourd'hui, quand on discute avec une entreprise du SBF 120 ou du CAC 40, on a très souvent, 2 concurrents qui arrivent, un concurrent canadien et Mmh. un concurrent américain et nous. Mmh. Et qu'est-ce qui vous permet de vous différencier, de gagner vis-à-vis d'eux? La première chose qui nous permet de nous différencier, c'est on est les seuls à avoir un triangle, dans notre méthodologie opérationnelle entre une équipe d'ingénieurs, extrêmement poussés qui développent des outils technologiques très impactants pour l'entreprise, Mmh. une équipe interne de psychologues qui travaillent sur notre légitimité scientifique et notamment un Mmh. partenariat, avec le GHU Paris qui est Mmh. leader en Mmh. Europe sur le sujet. Donc notre légitimité scientifique est perçue comme étant, plus forte que la majorité des entreprises sur notre secteur. Et la troisième brique, c'est d'anciens consultants, notamment, du Mmh. BCG, Mmh. qui travaillent sur cette approche, très sur mesure, très Mmh. personnalisation. Donc, tu vois, si on devait nous comparer et je le dis avec toute humilité, mais en tout cas le modèle opérationnel vers lequel on tend, c'est un modèle qui pourrait être, similaire à celui de Palantir où tu as une brique technologique Mmh. très forte, Mmh. mais derrière une capacité à être, très personnalisée pour les besoins de ton client grâce à une équipe de consultants, qui est de très haut niveau. Donc ça, c'est la Mmh. première re manière de nous Mmh. différencier. La deuxième manière de nous différencier, c'est la profondeur des solutions qu'on va être en capacité de déployer dans l'entreprise. Mmh. On a parlé de ces applications digitales, on a parlé de ce conseil. On a aussi, par exemple, des briques d'audit. Où on est capable d'intervenir pour des très gros laboratoires pharmaceutiques de plus de 80 000 personnes. C'était un dernier cas d'usage là qu'on vient de faire et de conduire Mmh. un audit en 3 semaines, là où tous les acteurs du marché le conduisent en 6-7 mois en fonction des gens, parce qu'on a développé une brique IA qui nous permet d'analyser beaucoup plus vite des verbatims qualitatifs Mmh. et donc de faire des recommandations de prévention. Ça va être la deuxième grosse différenciation. Et derrière, c'est on met l'humain, on met la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Mmh. C'est-à-dire que l'humain va toujours rester notre premier point d'entrée, Mmh. cible et derrière, on va développer des briques technologiques qui vont permettre à cette rencontre humaine de se passer dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Notamment, pour te donner un exemple qui peut paraître assez basique, mais qui est très important, on est les seuls aujourd'hui sur le marché à avoir sur 100 de nos praticiens disponibles sur l'application, une fonctionnalité de live booking. C'est-à-dire que, Mmh. comme sur Doctolib, en 2 clics, tu prends Mmh. rendez-vous avec un Mmh. praticien. Complètement, je confirme. Dans les faits, c'est assez compliqué à opérer à l'échelle de Mmh. plus de 400 clients, 500 000 utilisateurs Mmh. couverts et 350 praticiens, Mmh. d'avoir cette méthodologie-là d'intégration des agendas, et cetera. Mmh. Donc voilà, si je dois te décrire, Ouais. la principale différenciation, c'est la première et ensuite, les Mmh. 2 autres. OK.
Vous êtes aujourd'hui une start-up en pleine croissance, vous avez fait des levées de fonds, il y a plein de choses à faire. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de travail justement pour vos équipes. Vous, comment vous gérez la santé mentale de vos employés en interne? C'est une très bonne question. On essaye, d'être, les cordonniers les mieux chaussés, et pas l'inverse. Mhm, Vraiment, c'est comme ça qu'on raisonne. Donc la 1re brique, c'est, on a une culture très forte et très incarnée chez Moka. mhm. J'ai toujours eu peur d'avoir, tu sais, dans les startups, parfois, on voit, des hashtags, care, au mur et en fait, tu te dis: Ouais. «Attends, mais ce truc-là est quand même complètement bullshit». Donc on a fait Ouais. un travail très fort sur, Mhm, Hem, quelles sont nos valeurs? Sur la base de ces valeurs, quels sont les comportements observables qu'on va, déployer chez ok. Moka? Mhm, Et ces comportements observables, on a forcé leur adaptation dans chacune des équipes. mhm, Ensuite, ils sont pilotés dans les évaluations qu'on fait tous les 6 mois mhm. auprès des collaborateurs. C'est tout aussi important pour nous que la performance, Ouais. la manière avec laquelle les gens vont travailler. Et c'est quoi les comportements par exemple? Aujourd'hui, on a 4 principales valeurs et Mhm, derrière chacune d'entre elles, on a 2 comportements observables, donc au total 8 mhm, comportements observables. mhm, Un des comportements observables que je peux te citer, par exemple, c'est en anglais, mais c'est le keep it simple. Donc, mhm, toujours travailler avec la simplicité comme point d'entrée. mhm, On a une conviction très forte sur le fait que des discours très longs, très étayés vont perdre les gens et donc vont jamais être lus. mhm, Donc, on travaille toujours sur faire attention dans notre communication à être extrêmement ciblé, extrêmement simple, extrêmement synthétique. mhm. Un autre comportement observable que je peux te citer, c'est act as solution maker. Ok. On peut observer dans pas mal d'entreprises des gens qui arrivent en disant, «Il y a un problème à tel endroit». Mhm, Nous, on travaille jamais comme ça. On mhm, s'attend à ce que 100 de nos collaborateurs, quelle que soit la seniorité, arrivent en mhm, disant: «Il y a un problème à tel endroit. Voilà les différents, scénarios, de solutions pour résoudre ce problème. mhm. Voilà la solution que j'ai implémentée. Voilà l'impact que ça a eu». Ça me rappelle Donc beaucoup le BCG. vraiment cet esprit qui est très orienté sur la solution. Mhm. Voilà pour te donner 2 Ouais. exemples de comportements Ok. ça. Ok. Et donc, vous avez créé cette culture forte et comment tu observes que ça marche bien, que ça a un impact? Juste avant de répondre à ta question, pour reprendre la Oui, question d'avant et de ouais. se dire comment, on fait attention à la santé mentale de nos Mhm, collaborateurs. ouais. Bien sûr, en plus de cet aspect brique culturelle très Ouais. forte, Mhm, tous nos collaborateurs ont accès à Moka, ouais. ce qui est pour nous la Mhm, base. Ensuite, on a mis, en place, plusieurs dispositifs pour s'assurer que les moments de vie qui peuvent conduire, à des phases de vie qui sont peut-être plus stressantes ou plus dures à gérer que mhm, d'habitude, sont accompagnés de la meilleure des manières possibles. mhm, L'exemple, que je peux te donner là-dessus, c'est, le congé, paternité ou maternité, mhm, dans lequel on propose à tous nos collaborateurs d'avoir un 4/5 payé 5/5 pendant un mois au retour. mhm, Ce qui permet d'avoir un retour qui est plus fluide, mhm. que ce qu'il n'aurait été si jamais tu rentres, Bien sûr. directement dans le vif au retour du congé maternité. Mhm, L'autre chose, on a une très grande, conviction sur notre politique, salariale, mhm, sur le fait que l'argent est important bien sûr, mais mhm, le temps l'est tout aussi. mhm, Donc chez Moka, en fait, pendant les 5 premières années, à chaque année que tu passes chez nous, tu gagnes, 1 jour, de congé supplémentaire en plus. mhm, Ce qui fait qu'en plus d'avoir fait un accord qui permet à tous les collaborateurs d'avoir 7 semaines à peu près entre les congés payés et les RTT, mhm, si jamais tu restes 5 ans chez nous, bah, au bout de 5 ans, du coup, tu auras 8 semaines, à peu près de congés au global dans l'année. mhm. Ce qui permet aussi d'avoir du temps pour toi. Ok. Ensuite, pour répondre à ta dernière question qui est comment on Mhm, mesure, l'indicateur principal qu'on va piloter, en plus d'éléments qualitatifs que je vais décrire juste après, mhm, c'est, le INPS, mhm. le NPS employé, qui aujourd'hui chez Moka est à 85. Net Si on reprend la Promoter méthode Score, donc Net Promoter Score mhm, exactement. mhm, Si on reprend la méthodologie du NPS de façon globale, mhm, qui a été, développée par un des concurrents de BCG à l'origine, pour ne pas le citer, mhm, c'est une note qui va de -100 à 100, mhm, au-dessus de 70 étant considéré comme excellent. mhm, Donc c'est que les personnes qui ont répondu à la question suivante, qu'on vient mesurer, qui est: «Dans quelle mesure recommanderiez-vous Moka comme une entreprise où il fait bon travailler à vos collègues ou à vos proches?» Et on vient prendre en compte les notes 8, 9 ou 10 comme apportant plus 10 points. Les notes entre 6 et 7, sont neutres et les notes inférieures à 5 sont, considérées comme étant des détracteurs et donc mhm, viennent faire mhm. -10. Ouais. Mhm. Chez Moka, aujourd'hui, on a 85. Incroyable, bravo. Vous recrutez? On a beaucoup de postes ouverts, Ok. notamment sur tous les postes, en front, client Trop aujourd'hui, bien. que ce soit des commerciaux On va mettre un lien. ou des account managers, nos consultants qui accompagnent nos clients, au quotidien. Trop bien. Vous continuez à grandir du coup tout aussi rapidement? Ouais, aujourd'hui, on a à peu près 65 personnes et on a, là, à l'heure où on se parle, on a 6 postes ouverts. Ok.
Pardon, j'ai fait une digression. Tu disais qu'il y a aussi un aspect qualitatif que Ouais, il y a un aspect qualitatif qu'on vient mesurer aussi dans la façon dont les collaborateurs se sentent et notamment, dans les one-one qu'on fait, on essaye d'être attentif mmh au sujet de la charge de travail. ouais, Chez Moka, on le décompose, de 2 sous-manières. La première, c'est la charge de travail réelle. Pour ça, on travaille avec une méthodologie qui s'appelle la time matrix. OK. On s'assure qu'un agenda type sur une semaine, au Mmh regard des attentes qu'on a pour toi, est tenable. mh. Donc, si jamais tu fais rentrer toutes les attentes dans un monde parfait, est-ce que ça tient? Ensuite, on vient travailler sur la charge de travail perçue, qui est Mmh tout aussi importante pour nous parce mmh. que derrière, elle va créer des phénomènes où tu commences à te disfocus, tu es agité, Ouais, tu as des moments ouais, où tu perds en clarté mentale et ouais. donc Mmh tu es moins performant au quotidien. mh. Donc quand il y a des phénomènes de charge de travail perçue, on utilise nos propres méthodes, Mmh notamment on a des formations là-dessus qu'on applique pour nos propres équipes. mmh. Je pense en ce moment à une équipe où en ce moment la charge de travail perçue est relativement importante. On pourra revenir sur les raisons pourquoi, Mmh après. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que vraiment on a un atelier, de co-construction mh. qui est animé par un de nos praticiens qui permet d'être très orienté sur des solutions, pragmatiques à court terme, en plus d'avoir revu cette partie charge de travail réelle sur les time Mmh matrix. mh. Est-ce que tu as, comme ça quelques tips, pour, ceux qui vivent une charge mentale, une charge de travail aussi, perçue comme très élevée? Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, au moment où on perd cette clarté mentale, on commence à avoir des sentiments d'être un peu partout et donc d'être surchargé et donc ne pas bien performer sur, chacune des tâches? Déjà la première chose, comme tu le dis, c'est, être attentif à ça. Mmh Être attentif à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, écouter les signaux que nous envoie notre corps, Ouais. que ce soit si jamais tu en viens plusieurs jours de suite, à ne pas manger au déjeuner, que Mmh tu as des difficultés d'endormissement ou que tu as des réveils Mmh nocturnes, que tu commences à avoir des douleurs au dos, des Mmh douleurs au ventre. Mmh Tu sais, on dit souvent avoir une boule au ventre. Mmh Tout ça, c'est des signaux que le corps envoie de Mmh façon ponctuelle. Ouais. Ça arrive à tout le monde. De façon Mmh durable et chronique, ça devient, Mmh ça Mmh devient très dangereux et donc le 1er conseil, c'est de ne pas nier ces premiers signaux et de les Mmh écouter, pour en être conscient. Le deuxième conseil que je peux avoir là-dessus, c'est, de réfléchir, en mode priorisation et donc d'aller en parler directement avec son manager en disant: Mmh «Écoute, là, en ce moment, je ressens une charge de travail qui est relativement élevée. Mmh Quand je fais le point aujourd'hui, je dois rendre tel projet pour telle Mmh date, tel sujet pour telle autre date. J'ai du mal à rendre compatibles ces 2 éléments, sans, travailler jusqu'à 23 heures le soir. La priorisation que je te propose est la suivante. Ouais. Je comprends qu'il Mmh y a, mh. un impact extrêmement attendu Mmh sur ce projet-là, donc je vais y mettre, la majorité de mes efforts. Ça va Mmh prendre à peu près X % de mon temps. Donc tu vois, d'avoir une approche qui est priorisation et orientée solution. OK. Et le dernier conseil que je peux avoir, c'est d'avoir des pilotages plus serrés, Mmh de cette charge de travail. Mmh Notamment pour dire dans les phases d'intensité assez fortes, Mmh il faut s'assurer que la charge revient à la Ouais. normale relativement rapidement. Mmh Le dernier conseil qui est j'ai dit le dernier, mais en fait, je pense Mmh à un autre, Mmh qui est de s'assurer, d'avoir, des ressources aussi et des Mmh lieux ressources, des activités ressources qui te Mmh redonnent de l'énergie, OK. qui te redonnent de la vibes au Mmh quotidien. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important, notamment quand tu as une très forte intensité et que cette Mmh intensité en vient. Ta question est, quand tu as une grosse charge de travail, on vient à t'atteindre en termes de charge de travail, de disfocus, et cetera. Est-ce que si le sport est important pour toi, tu arrives quand même à maintenir Mmh ça? Est-ce Mmh que si les relations, sociales, amicales, familiales Mmh sont importantes pour toi, est-ce que tu arrives à les maintenir? Mmh Très important effectivement et très dur parfois de l'inscrire dans les moments de charge forte. Mais j'aime beaucoup le deuxième point sur le fait qu'on doit aller parler à un manager, ce qui peut paraître très difficile, je pense, dans encore beaucoup de cas et dans beaucoup de boîtes où c'est difficile d'y aller en transparence. Mais quand on arrive avec une solution et des priorités très claires, je pense que ça facilite quand même la tâche en disant que voilà, voilà une solution que je te propose. Est-ce que ça te convient? Et là, c'est plus dur de dire non, pas du tout, on continue au même rythme. Donc, trop bien. Euh, Est-ce que tu vois aujourd'hui l'évolution justement de la perception de la santé mentale, dans le monde de l'entreprise et même au-delà? Alors écoute, c'est une très bonne question parce que quand on crée Moka, donc il y a bientôt 7 ans, le sujet de la Mmh. santé mentale est encore relativement tabou, un peu Oui, stigmatisé. Tu vois? complètement, Quand moi je dis, en complètement. tant qu'homme notamment que je vais voir un psy, Ouais. les gens me disent: «Mais du coup, je sais pas, tu es malade, tu es Tu malade, dépressif, c'est quoi ton problème, quoi?» exactement, exactement. Et cette phrase-là, on l'entend plus du tout. C'est un sujet OK. qui est encore, lorsqu'il est non maladif, et je vais y venir juste après, Mmh qui est plus du tout stigmatisé. Tu vois? Les gens parlent librement du fait d'aller voir un Ouais. psy et ça pose de Mmh moins en moins de problèmes. Ouais.
On vient de sortir là une grande étude avec BCG justement, avec le GHU Paris Mhm. et bien sûr avec Mocha Mhm. sur les grandes tendances de la santé mentale au travail en Ok. 2026. C'est notre deuxième Ok. édition. Et moi, il y a un sujet qui m'a, dans cette grande étude où on a sondé 2000 collaborateurs euh, représentatifs en France, il y a un sujet qui m'a interpellé notamment. C'est justement le fait que la stigmatisation dans le cadre de l'entreprise des pathologies mentales Mhm. est de plus en plus forte. De plus en plus forte. Ouais, de plus en plus forte. Ok. Aujourd'hui, il y a plus d'un tiers, des gens qui considèrent que le fait d'avoir une maladie mentale, est une mauvaise chose, dans l'entreprise. Il faudrait qu'on retrouve la phrase exacte, je l'ai plus, mais Mhm. en tout cas sur lequel porte un regard négatif, Ok. sur la maladie mentale et sa compatibilité avec le Mhm. milieu du travail. Ok. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire, de Mhm. dire, bah, déjà la pathologie mentale, elle est extrêmement diversifiée, tu vois? C'est pas du tout pareil quand tu es atteint de troubles bipolaires que quand tu es atteint de troubles schizophréniques, que quand tu es atteint, potentiellement de troubles de neurodivergence ou Mhm. de notamment de TDAH dont on parle de Mhm. plus en plus. Ouais. Et donc en fonction de ces pathologies, elles peuvent très bien s'intégrer dans le monde du travail Mhm. avec bien sûr des dispositifs adaptés. C'est le cas pour l'autisme, c'est le cas pour, tout un tas de pathologies mentales. Et Mhm. donc là, le tabou autour de la maladie mentale s'est renforcé sur ces dernières années, Ok. contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ok. Effectivement, c'est un peu contre-intuitif. Est-ce que c'est lié au fait qu'on en parle peut-être plus ouvertement aussi? Et donc les gens se retrouvent peut-être pas plus facilement dire j'ai un trouble de neurodivergence ou un trouble bipolaire et ça crée un choc peut-être dans le monde de l'entreprise. C'est difficile d'avoir une réponse parfaite à C'est cette dur. question, mais moi, les phénomènes que j'observe, c'est les suivants. C'est un diagnostic qui est beaucoup plus régulièrement fait que ce qu'il n'était fait avant. Donc tu as raison, on en on en voit plus Ouais. parce qu'il y en a plus qui sont diagnostiqués. Ça ne veut pas dire qu'il y Mhm. en a nécessairement plus. Mhm. La deuxième, c'est malgré tout, il y en a plus, Mhm. qu'il y a une dizaine d'années, qu'il y a une vingtaine d'années. Mhm. Mhm. Et la troisième raison pour laquelle c'est encore tabou, c'est d'un côté, effectivement, on en a plus, ce qu'on disait au début, que ce soit plus de cas ou en tout cas plus de cas déclarés. Et de l'autre, le niveau de sensibilisation sur ces sujets-là reste encore relativement Oui, faible. Tu vois, si oui. tu demandes à quelqu'un dans la rue d'expliquer ce que c'est qu'un cancer, bah, tu auras beaucoup plus de gens qui vont te répondre à la question ce que c'est qu'un cancer que est-ce que tu peux me parler des troubles bipolaires ou de la dépression. Absolument. Avec justesse, bien sûr. Mhm. Et donc c'est pour ça notamment qu'on a développé, une formation vraiment sur les Mhm. bases de la santé Ouais. mentale dont je parlais Mhm. tout à l'heure qui s'appelle Mhm. PRSM. Donc vraiment l'objectif est un, identifier Mhm. ce que c'est que la santé mentale, les troubles de Mhm. santé mentale. 2, être capable d'aller parler à la personne, en question sans stigmatiser, Mhm. Mhm. sans a priori, sans Mhm. cliché. Mhm. Et 3, être capable, une fois qu'on lui a parlé, surtout pas de traiter, Mhm. on n'est pas psy, Oui. mais de rediriger vers les bons leviers en interne. Ok. C'est quoi un profil type de l'entreprise qui est votre client aujourd'hui? Ou aujourd'hui, vous en avez tant qu'il n'y en a pas. Écoute, aujourd'hui, parmi les un peu plus de 400 clients qu'on a, il y a 4 grandes typologies de clients qui viennent se dessiner. La première en termes de nombre et de proportion de chiffre d'affaires, de Moka, Mhm. c'est les grands groupes du CAC 40 et du SBF 120 Ah, qui c'est sont intéressant. majoritairement dans les domaines du luxe, de la cosmétique, de la banque et de la santé. J'intègre là-dedans la pharma. Ok. Mhm. Deuxième verticale de clients, c'est tous les services humains à forte valeur ajoutée, les cabinets de conseil, les banques d'affaires, les Ouais. cabinets d'avocats. Mhm. Mhm. Troisième verticale, les entreprises technologiques internationales, Mhm. notamment. On parlait tout à l'heure de Spendesk, il y a aussi Doctolib, Conto, ManoMano, Ouais. etc. Mhm. Et quatrième verticale, on a été sélectionné dans de plus en plus d'appels d'offres publics, Ok. que ce soit public ou parapublic. Pour Mhm. te donner des exemples, on accompagne tous les services du Premier ministre, qui inclut la CNIL, l'ENA et les services directs du Premier ministre. Donc c'est un peu plus de Mhm. 7 Mhm. 000 agents en France. Mhm. On accompagne à peu près 40% du parc de HLM, Mhm. donc habitat à loyer modéré, et d'habitat social en France, donc avec des organisations soit publiques, soit dont l'État est le principal actionnaire, comme peut l'être CDC Habitat, Action Logement, Groupe Mhm. 3F, Mhm. etc. Voilà nos 4 verticales principales de clients. Et après, bien sûr, étant donné qu'on grandit, on en développe constamment de nouvelles Mhm. verticales. Incroyable, ça m'a surpris que vous travaillez autant avec le secteur public. Mais comme tu disais, c'est la cause nationale maintenant, donc peut-être comme ça aussi que le secteur s'ouvre aux services comme les vôtres. Est-ce qu'on peut parler un peu chiffres, par exemple, une entreprise qui vient vous voir, qui veut installer Mokaker chez eux, combien ça coûte?
Écoute, on a une modalité de déploiement ou de business model qui dépend du nombre de collaborateurs. Donc on fait des Ouais. forfaits selon les nombres de collaborateurs, Mmh. avec une dégressivité selon le nombre de collaborateurs. Mmh. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est 2 choses. La première chose, c'est que la grande force de Moka, comme je te le disais tout à l'heure, c'est d'avoir une approche énormément sur mesure. Mmh. Quand je te le disais, sur les par exemple, les grands comptes qu'on accompagne, Mmh. on sait très bien qu'ils n'ont pas attendu Moka pour mettre en place des mesures, sur la prévention de la santé mentale. Mmh. Beaucoup de très grandes entreprises qu'on accompagne ont déjà, par exemple, des lignes d'écoute, ont déjà des formations, ont déjà des dispositifs d'enquête ou de sondage. Mmh. Donc on vient intervenir que là où ça a de la valeur et on Mmh. vient intervenir aussi en agrégation des dispositifs existants. Parce que souvent la frustration qu'ont les très grands comptes, Mmh. ça va être le peu d'usage Ouais. que va avoir une ligne d'écoute. À peu près 0,5 Ouais. des effectifs Mmh. utilisent ça. Mmh. Donc ça, c'est la première manière de penser notre business model, ou le premier caveat que j'ai envie de donner, c'est la surpersonnalisation. Et pour Mmh. te donner un ordre d'idée en termes de prix, et tu Mmh. vas voir comme c'est varié, Mmh. nos contrats aujourd'hui, ils oscillent entre 10 000 euros et 1,2 million d'euros, OK. pour des entreprises. Donc Mmh. c'est un spectre d'intervention qui est très large, Mmh. et ce qui nous permet d'avoir des approches budgétaires qui vont être très ciblées là où on va avoir de l'impact pour les entreprises, et aussi en fonction de raisonner en fonction de leurs contraintes budgétaires. Mmh. Vous avez fait plusieurs, levées de fonds. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, ce processus? Pourquoi vous avez, décidé de faire ça? Ouais, au total, on a fait 2 levées de fonds, pour un total de 17,5 millions d'euros. Donc, dans un premier temps, 2,5 millions d'euros en seed, Mmh. 100 en equity, et dans un deuxième temps, 15 millions d'euros avec 12 millions d'euros en equity et 3 Mmh. millions d'euros en dette. OK. La façon dont ça se passe et la logique va être très différente déjà en fonction de la conjoncture et en Mmh. fonction des phases de maturité de l'entreprise Bien au sûr. moment où tu lèves. Dans une phase de seed, si je caricature et si je prends Mmh. juste 30 secondes sur le sujet, on va regarder 3 principales thématiques. La première, c'est quel est le sujet sur lequel tu travailles? Est-ce que les sous-jacents de ce marché-là et la taille du marché adressable va être important? 2, quelle est l'équipe qui va gérer Mmh. ce marché? Est-ce qu'on y Mmh. croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Et 3, quels sont les premiers signaux de traction Oui. que tu es capable de OK. montrer? Mmh. À ce stade, on va assez peu regarder l'efficience de ton équation OK. économique. Est-ce que tu es rentable, pas rentable? Est-ce que tes unit economiques sont sains, pas sains? Mmh. On Mmh. regarde assez peu ça OK. en seed par rapport aux OK. 3 premiers piliers. Mmh. En série A, donc la deuxième levée qu'on a fait, les critères qui sont beaucoup plus regardés là vont être tournés sur ta capacité à avoir exécuté, Mmh. donc c'est-à-dire dans quelle mesure tu as eu de la croissance Mmh. depuis ta dernière levée de fonds. Deuxième chose qu'on va regarder, dans quelle mesure cette croissance était saine. Donc là, on va énormément regarder tes unit economics, dans quelle OK. mesure tu les as améliorés, Mmh. dans quelle mesure Mmh. tu es capable de montrer à des investisseurs que le futur de ton entreprise va être profitable. Mmh. Le niveau qui est beaucoup regardé là, c'est le potentiel d'EBITDA Mmh. de ton entreprise. Mmh. La troisième chose qui est regardée à chaque stade, c'est ta capacité à t'être entouré aussi d'une équipe. Mmh. Parce qu'au début, on regarde beaucoup les fondateurs, Ouais. fondatrices de Mmh. l'entreprise. Mmh. Ensuite, là, ce qu'on regarde en série A, c'est ta capacité à passer à l'échelle, et donc à avoir Mmh. recruté autour de toi une équipe d'un excellent niveau. Mmh. Et aussi, on va toujours challenger le marché adressable que Mmh. tu adresses. Bien sûr. Dans cette première levée, pourquoi vous avez décidé de faire ça? Et pas bootstrapé, par exemple, et pourquoi vous avez eu besoin de cette somme? Qu'est-ce que vous avez fait avec? C'est une très bonne question. Il faut toujours qu'une levée de fonds, elle soit avec une fin, avec un objectif Ouais. précis, et pas lever Mmh. des fonds pour lever des fonds. Parce Ouais. que lever des fonds, ça prend du temps et ça Ouais. prend une partie de ton capital, ça te dilue Mmh. en tant que fondateur. Oui. La raison pour laquelle on a levé des fonds au seed, elle était très simple. On avait relativement peu de barrières à l'entrée à l'époque. Aujourd'hui, on en Mmh. a beaucoup plus, et elles sont beaucoup plus robustes. À Mmh. l'époque, il fallait exécuter très, très, très rapidement. OK. Et pour exécuter très rapidement, il faut investir très vite. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on avait levé des fonds. Mmh. La raison pour laquelle on a levé des fonds en série A, elle était relativement différente. C'est on avait été Mmh. capable de montrer des premières preuves Oui. de notre capacité à passer à l'échelle. Mmh. Et donc, on voulait aller le faire sur plus de segments à la fois de marché, donc Ouais. ouvrir des nouvelles verticales Mmh. commerciales, Mmh. sur plus de pays, être capable de développer notre accompagnement Mmh. à l'échelle d'abord européenne et maintenant mondiale. Mmh. Et ensuite, être capable de surinvestir dans notre produit Mmh. pour être très robuste en termes d'accompagnement digital notamment. Et donc ça, c'est beaucoup de coûts fixes que Ouais. derrière, tu vas rentabiliser comme n'importe quel logiciel par des marges sur coûts variables qui sont importantes. La première levée, vous l'avez fait à quel moment? Où en était Moka à ce moment-là? La première levée, on l'a fait en décembre 2020. Donc Très un an rapidement. après Un an après. un an après Voilà. le moment où on a commencé à
à poser les premières lignes du produit avec Guillaume Mhm. et 6-7 mois après avoir officiellement créé la structure qu'on a Ok. créée en mai 2020. Très très rapide en fait. C'était rapide parce qu'effectivement, on avait Mm. ces premiers Ouais. les 3 piliers étaient là. Il y avait une croyance forte, pareil encore une fois avec toute humilité, mais dans l'équipe fondatrice, il y avait une croyance forte sur notre sujet et sur le marché qu'on était en Mhm. train de dresser et on avait des premières mesures de traction. En quelques mois, on faisait, un peu plus de 40 000 € de revenus récurrents mensuels, donc pas loin de 500 000 € de revenus récurrents annuels, ce qui montrait qu'il y avait une première traction. Mhm. Et ensuite, la deuxième levée, on l'a fait en juin 2022, Mhm. à un moment où le marché des levées de fonds commençait à se tendre un peu, à se contraindre un peu, Mhm. et où on passait cette phase qui était celle de 2021, où les multiples de valorisation notamment étaient extrêmement élevés. Et ça a été un moment peut-être où on a dû beaucoup plus convaincre de la pertinence d'investir dans Moka maintenant. Ok, incroyable. Très inspirant. À peine un an après le premier produit no code, vous avez déjà cette traction pour du coup lancer la fusée, on va dire. Euh, Tu as parlé un site que vous avez déployé dans plusieurs pays. Mhm. Est-ce que tu observes des différences sur la perception, l'approche à la santé mentale entre les pays? Elles sont assez massives. Les différences qu'on peut observer, elles sont effectivement importantes. Je vais différencier 3 grandes sphères à l'échelle mondiale, Mhm. sachant qu'aujourd'hui, on adresse très peu toute la région APAC. On est Ok. peu présent en Asie, donc je ne parlerai pas trop de cette Mhm. présence, cette région-là. Mais dans les pays latins en Europe, Mhm. on observe encore une certaine méconnaissance de ce Ouais. que c'est que la santé Mhm. mentale. Mhm. Et même si le sujet du tabou évolue dans le bon sens, Mhm. c'est la région dans laquelle on observe encore pas mal de tabous. Mhm. La deuxième région dont on va parler, c'est en Europe, les Nordiques et les pays de culture anglo-saxonne, Mhm. sur lequel il y a une connaissance beaucoup plus forte de ce que Ok. c'est que la santé mentale, notamment parce qu'il y a Mhm. plus de cours de psychologie à l'école, c'est plus libéralisé, on parle Mhm. plus de santé mentale dans l'éducation, etc. Mhm. Donc là, il va y avoir beaucoup plus de connaissances du sujet. Et la dernière sphère, c'est l'Amérique au sens large, avec Amérique du Nord et Amérique du Sud, notamment Brésil, dans lequel le sujet de la santé mentale est complètement libéralisé, dans lequel, pour citer une anecdote, c'est tout à fait normal en tant qu'homme de parler de sujets, par exemple, de santé sexuelle à la cantine Ouais. avec tes collègues, Mhm. Mhm. et d'en parler tout à fait ouvertement en disant bah, je suis allé voir mon psy, je lui ai parlé de ci, je lui ai parlé de ça. C'est tout à fait normal, voire c'est devenu presque stylé Ouais. d'avoir ton Ouais. psy. Ouais. 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 Et la majorité des Brésiliens et des Américains qui ont les moyens financiers consultent des psys très régulièrement. On en est loin encore en Europe, On en est très loin. effectivement, Ouais. je pense. D'ailleurs, si t'aperçois une sorte de préjugé ou de cliché sur le sujet, quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu leur dis sur le fait que c'est complètement normal de faire appel à un psy, que ça ne devrait pas être un tabou. Je sais pas si ça t'arrive de temps en temps au Si, quotidien. bien sûr, bah, tu t'en Quand doutes, en tu fait, fais. on en rencontre des dizaines de personnes au Ouais. quotidien pour Mhm, leur mhm, parler de santé mentale, donc mhm. bien Comment tu sûr que ça fais? nous arrive. Euh, Soit je leur fais une blague, soit très souvent je repars de la définition de la santé mentale de l'OMS, Mhm. qui permet en fait juste de factualiser ce que c'est que la santé mentale. Et Mhm. elle est très simple, cette définition, elle Mhm. repose sur 4 piliers. Mhm. La première, c'est faire face aux difficultés normales de la vie. Donc, je sais pas moi, le deuil, les problèmes de couple, les nouveaux postes que tu prends et Ouais. qui peuvent te générer de la pression. Ouais. Mhm. La deuxième, c'est avoir une part dans une communauté. Cette communauté, elle peut être familiale, associative, sportive, Mhm. ce que tu veux. La deuxième, c'est travailler avec, je sais plus exactement comment c'est wordé dans la définition, mais c'est travailler avec impact et avec efficacité. Donc tu vois Mhm. qu'il y a un lien très fort avec le travail. Et la quatrième, c'est de mémoire, c'est autour de la capacité à trouver des ressources lorsqu'il y a une pathologie mentale qui arrive. Mais donc, c'est Mhm. Mhm. ça va être vraiment une définition très factuelle. Ouais. Et donc, ça permet juste de dire aux gens, bah voilà, t'as une santé mentale, t'as une santé physique. C'est aussi simple que ça. Mhm. De Mhm. repartir je sais pas moi, de citations historiques comme un esprit sain dans un corps sain. Enfin, tu vois, de te dire. En fait, ce qui est assez marrant dans la culture occidentale, c'est qu'on a été marqué au fer blanc par le fer rouge, pardon, par, euh, par le dualisme de
de Descartes, enfin, tu sais, la séparation très forte entre le corps et l'esprit, Oui. comme si les deux n'étaient pas liés. Mmh. Là où, en fait, l'ensemble des études de neurosciences aujourd'hui montrent que bah, il y a un lien très fort entre les deux et que, tu vois, on voit des bouquins sortir sur l'intestin, votre deuxième cerveau, des Mmh. choses comme ça. Mais en tout cas, juste de montrer que tu as une santé mentale, tu as une santé physique, ça va pas plus loin que ça, quoi. OK. Tu viens de me donner des billes pour justement pas réussir à pour en parler plus facilement, autour de moi, je pense. Hem, Vous êtes 2 cofondateurs, de co-CEO aussi, je crois, avec Guillaume. Comment vous gérez, ça au quotidien? Il y a beaucoup de startups qui s'arrêtent, par les conflits de cofondateurs. Tu en as parlé au tout début que c'est comme, construction d'un couple. Comment vous gérez, les désaccords, les moments difficiles, s'il y en a eu? Et écoute, ouais, bien sûr, il y en a eu des moments difficiles, il y en a eu des moments où on s'engueulait au téléphone, et cetera. Et c'est tu vois, la métaphore avec le couple, elle se tire jusque-là. Je connais aucun couple qui a jamais eu de difficultés Oui, bien ou sûr. sinon Mmh. c'est a priori des mythos. Mais donc la façon dont on fonctionne avec Guillaume, elle a reposé déjà sur, avant «l'engagement» entre guillemets, tu vois? Si Oui, je file cette espèce de métaphore du couple, oui. hem, on s'est, je me souviens, on s'est enfermés à plusieurs reprises dans des pièces, notamment au BCG, et on se posait la question: «Mais, hem, pourquoi on crée cette boîte?» Oui, Et vraiment, tu vois, le pourquoi oui, très oui, oui, profond, tu vois? De se oui. dire, c'est pas juste, tu vois, on se posait même, je me souviens, 3-4-5 fois la question du pourquoi. Oui. Parce qu'il faut être capable de dire, «OK, est-ce que tu veux, je sais pas moi, voir ta gueule sur les Échos? Est-ce que tu veux, gagner beaucoup d'argent? Est-ce que Mmh. non, en fait, ce qui te drive, c'est, je sais pas moi, d'avoir de l'impact pour une société? Est-ce que c'est, Mmh. d'être sur ton lit de mort et de dire à tes enfants un truc dont tu es fier?» Enfin, tu vois? Ouais. Vraiment, c'est quoi le pourquoi inhérent? Pourquoi tu Mmh. crées cette boîte? Ouais. Et le pourquoi très, très, très profond. Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Hem Et ça permet derrière, dans des moments, ça peut paraître un peu fluffy comme ça, cette discussion, alors qu'en fait, elle est extrêmement impactante. Mmh. Ça permet de prendre des décisions beaucoup plus vite. Par exemple, quasiment 2 ans après avoir, créé Moka, on a eu une proposition de rachat pour un montant qui était, très significatif, Mmh. et on l'a tout de suite refusé. Pourquoi? C'était pas par défaut d'ego ou par inconscience totale. C'était parce que, on n'avait pas «coché» entre guillemets la raison profonde pour laquelle, on avait créé cette boîte qui, en tout cas pour moi, est très centrée sur le fait de chaque jour devenir un meilleur dirigeant et Mmh. chaque jour, explorer les capacités, de l'esprit humain. Et donc Mmh. j'étais encore frustré là-dessus, et j'aurais été frustré de m'arrêter maintenant, quoi. Mmh. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'hygiène. Oui. Et l'hygiène d'associé, elle est extrêmement importante. Nous, on a un rituel, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait faire un Mmh. podcast juste là-dessus. Mmh. Mais on a un rituel qui est très important pour nous, Guillaume et moi, qui s'appelle la purge, dont on parle pas mal sur les Mmh. réseaux sociaux et dans les Ouais. médias, qui est un rituel qu'on fait à peu près tous les mois. On varie les fréquences en fonction des phases d'intensité de Moka et des questions qui se posent, et concentre déjà autour de 2 questions. La première, c'est: qu'est-ce que tu as fait sur le dernier mois qui m'a donné de l'énergie? La deuxième, c'est: qu'est-ce que tu as fait sur le dernier mois qui m'a pris de l'énergie? OK. Donc tu vois, c'est une discussion à bâton rompu comme ça, qui a pour objectif de désamorcer les conflits, qui a pour objectif de se dire les choses qui vont bien aussi, tu Ouais, vois? Ça donne ouais. toujours de Mmh. l'énergie. Mmh. On la fait toujours, on essaye de la faire dans un cadre, qui est pas celle d'une salle de réunion, au bureau. Soit on essaye, de prendre un petit déj ou de prendre un café sur la terrasse, ou que ce soit un moment un peu off, Ouais. où on peut vraiment, discuter. On parle OK. pas business. Vraiment, le Mmh. but, c'est de parler de façon très, très forte sur cette énergie. Et sur cet aspect d'hygiène, on est aussi attentif à utiliser, les méthodes de communication qu'on recommande à nos clients, notamment d'être toujours très centré sur des solutions, d'être, dans le non-jugement, mais plus dans le ressenti. Par exemple, ce que tu as fait la dernière fois m'a généré ça Ouais. comme impression, comme sentiment. C'est peut-être pas ce que tu as voulu émettre, à la limite, je m'en fous, c'est ce que ça m'a généré. Donc comment on fait la prochaine fois pour que ce soit moins, destructeur d'énergie chez moi? Ou alors, le truc que tu as fait là, c'était exceptionnel, j'avais des super vibes, j'avais envie de tout casser. Bah, à ce moment-là, comment on fait pour essayer de reproduire ce type de moment plus régulièrement? Super, et vous êtes arrivé à dire ouvertement ce qui vous a pris de l'énergie sans que ça soit conflictuel, Ouais, en fait, mais pareil, globalement, oui, on y arrive, tu vois? Il y a des moments où ça part un peu, où ça sort, tu vois? Où il y en a un qui monte dans les tours, qui monte et où on s'engueule un peu, et c'est la vie, en fait, tu vois? Et Bien c'est, sûr. OK, c'est ça aussi, tu vois, d'être associé. Mais, Ouais. pour moi, la pire des frustrations, et là, on se base sur une méthodologie qui s'appelle Radical Candor, Mmh. qui a été développée par Kim Scott, qui est une ancienne collaboratrice de Google. Et la pire des situations,
c'est le faux consensus. C'est, tu vois, de se dire, on n'arrive pas à se OK. parler, en fait, et du coup, tu as un conflit latent parce que l'un, il dit pas à l'autre ce Mmh. qu'il pense, Mmh et mh, donc à un mmh moment, mh. ça pète, en fait. Ça Ouais. pète parce que Mmh. il y a un chercheur qui travaille énormément là-dessus, qui est Albert Moukébert, qui travaille notamment sur la création de la conscience, mais aussi sur, le fait que le cerveau, systématiquement, vient combler l'ambiguïté. Mmh. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu fais une action envers moi et que moi, j'interprète cette action comme étant je sais pas moi, chiante, et ben, j mon cerveau, il va combler l'ambiguïté en Mmh. disant: «Bah, voilà, Anastasia, elle a voulu agir de la sorte». Je vais te donner un exemple très concret. Si ce soir, je sais pas moi, je suis au bureau, parce que, j'ai beaucoup de travail et j'appelle ma femme, à 20h30 et elle répond pas, bah, mon cerveau, il a 2 manières de combler l'ambiguïté. La 1re manière, c'est de dire: «Bah, tiens, ma femme est en train de me tromper». Donc là, mon cerveau, il va combler l'ambiguïté par la jalousie. OK. Ma 2e manière de combler l'ambiguïté, c'est tout simplement de me dire, «Bah, elle doit être occupée». Ouais, Et mon cerveau, il va combler l'ambiguïté par la confiance. ouais. Donc la la le sujet sur lequel on travaille constamment avec Guillaume, c'est pas de ne pas avoir de conflit. On en a nécessairement, il y a des moments sur lesquels on n'est pas d'accord, il y a des moments sur lesquels on Mmh. a des perceptions différentes, et c'est sain. Le sujet sur lequel on travaille comme hygiène, c'est le fait de toujours avoir une communication ouverte et bienveillante, mais bienveillante pas dans le sens, «je suis sympa avec toi», Mmh. dans le sens constructif, dans le Mmh. sens, «je m'assure qu'une situation qui m'a impacté ou qui t'a impacté ne se reproduise plus dans la mesure du possible», parce que mon seul objectif, c'est que l'association soit le principal levier de performance de la boîte. Mmh. Très bon rituel, d'ailleurs, que ça soit dans les relations professionnelles ou personnelles, je trouve, ça c'est un très bon exemple. Ah donc vous y arrivez. Tu as dit à un moment que, un des pourquoi, c'est d'être, le meilleur dirigeant possible. Comment tu as appris à diriger une boîte? Parce que, au BCG, on ne dirige pas forcément des grandes équipes, en tout cas aussi grandes que tu gères aujourd'hui, chez Moka. Comment tu as appris un cours de route? En faisant des erreurs, je pense que c'est la principale Mmh. réponse que je peux te donner. C'était quoi tes erreurs, dans Hem, l'aventure Moka? la première erreur, je pense que c'était de vouloir que, tout le monde fonctionne comme moi. OK. Tu Mmh. sais, cette espèce de truc où tu es surconvaincu que ta méthode est la bonne et que celle de l'autre est la mauvaise, Mmh. et du coup, tu viens à sous-valoriser la différence, alors que la différence est une grande force dans l'accès à la performance. La 2e erreur, je pense, que j'ai fait, c'est la non-délégation, de se dire, «Je vais être meilleur pour exécuter cette tâche, donc je vais vouloir la faire plutôt que de la déléguer de la bonne manière». Mmh. La 3e erreur que j'ai faite, c'est ne pas réussir à faire des bons feedbacks, de manquer de courage Mmh. managérial, Ouais. en ayant Mmh. potentiellement peur de blesser une personne Mmh. ou de Très bien voilà, donc ça. ça, c'est la Mmh. 3e erreur, je pense. La 4e tu vois, on en fait plein, mais la 4e erreur que j'ai fait, c'est, de pas réussir à suffisamment, comment dire? Prendre du recul. Tu vois, hem, je me répète souvent la phrase, c'est juste une boîte, en fait, tu vois? C'est juste une entreprise, c'est pas vital, en fait. Ce qui va être vital, c'est que mes enfants aillent bien, que mes enfants Mmh. soient en bonne santé, que ma femme soit en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé, Mmh. que je sois en bonne santé, que mes proches, enfin, tu vois? Il y a un espèce de truc Mmh. qui est, un peu, basé sur la pyramide de Maslow, où parfois tu l'oublies quand tu es fondateur d'une entreprise et que tu es obsédé par ton Mmh mh. entreprise, que tu y Mmh. penses jour et nuit. Absolument, absolument. Et ça, tu vois, c'est juste un c'est ouais, même si c'est très, très, très important pour moi, dans l'ordre des priorités, tu vois, le Mmh. plus important, c'est quand je claque la porte de ma maison et le soir, et que je reviens à la maison et qu'il y a mes enfants qui me courent dans les bras en disant: «Papa», tu vois? C'est ça le Mmh. truc le plus Mmh. important, en fait, Mmh. et voilà les 4 grandes erreurs, je pense, que j'ai fait et sur lesquelles, maintenant je suis extrêmement attentif. OK. Je vois le temps qui va très, très vite. Il faut que je te libère un moment. J'ai une dernière question que j'aime beaucoup poser à mes invités. Mais je pense que tu as commencé un partie à y répondre. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne journée pour toi, Pierre-Étienne? Ah, écoute, c'est très simple. Une bonne journée, c'est une journée qui commence, par l'envie d'aller au bureau et qui finit par la fierté et l'envie de rentrer à la maison, Mmh. et voilà, c'est aussi simple que ça pour moi, et c'est même, plus que la définition de la bonne journée, pour moi, c'est la définition de la réussite, en fait. Si tu arrives à être dans un espèce Ouais. d'état stable, de sérénité très forte où, Mmh. 90 du temps, tu es content d'aller bosser le matin, Mmh. c'est une chance énorme, qui touche, aujourd'hui relativement peu de personnes en France, mine de Ouais. rien, Mmh. et que 90 du temps, tu es content de rentrer chez toi le soir, Mmh. tu es heureux de la façon dont, ton couple se conduit, de la façon dont ta famille, évolue, grandit. Voilà, c'est ça pour moi une bonne journée. Très belle vision. Merci beaucoup, Pierre-Étienne, et à très vite, Merci à j'espère. toi. Merci, bonne journée.